Drame en Gambie. Un bébé d'1 mois est mort après une excision, victime d'une hémorragie sévère. Une loi, Women's Act, contre l'excision existe pourtant depuis 2015. 3 femmes sont inculpées. L'exciseuse risque la réclusion à perpétuité. Les 2 autres, la mère et la tante, sont poursuivies comme complices. Ce drame relance le débat. Il survient 1 an après un projet de loi soutenu par des conservateurs qui voulaient légaliser de nouveau l'excision. Ce texte a été finalement rejeté par le Parlement. Pour en parler, nous recevons Fatou Diagne Senghor, juriste et militante de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Bonsoir Fatou Diagne Senghor, merci d'être avec nous. Que vous inspire cette affaire tragique qui bouleverse la Gambie depuis le 12 août? Nous sommes très choqués par la mort de ce nourrisson dans des conditions atroces, en toute violation des lois gambiennes, surtout de la loi contre les excisions. Nous sommes d'autant plus préoccupés par la lenteur des réactions, notamment des politiques. Et nous estimons que si toutes ces choses se passent, c'est qu'il y a un manque de volonté politique. Êtes-vous surprise de constater que seules des femmes ont été inculpées? Pourquoi le père de l'enfant n'a pas été inquiété par la justice? C'est toute la question qui se pose parce que nous connaissons comment nos sociétés fonctionnent, quelle est l'autorité du père, et surtout dans certaines communautés où le père est le chef de famille qui décide de tout. Il est vrai que ces traditions sont perpétuées par les femmes, mais sans l'aval du père, aucune personne, ni la tante paternelle, ni la mère, n'oserait prendre l'enfant pour la faire exciser. Et donc, cela montre en quelque sorte aussi cette discrimination aiguë qui continue dans notre société. Malgré les législations, malgré certaines avancées, la pratique est encore très discriminatoire envers les femmes. À votre avis, quelles actions justement concrètes le gouvernement devrait-il prendre pour faire appliquer cette loi? Une loi qui date de 2015, 10 ans déjà, elle doit être évaluée. Première chose, c'est que le gouvernement est très réactif. Et encore, ces réactions, c'est souvent sous pression. Après les pressions des organisations de droits humains, après les pressions des organisations internationales, c'est souvent après cela que le gouvernement réagit. Donc, il y a beaucoup d'organisations de femmes qui travaillent sur les questions d'excision, notamment les organisations de survivantes. Et nous, notre rôle en tant que juristes, en tant que défenseurs des droits humains en général, nous les accompagnons, nous les conseillons sur les voies à suivre sur le plan du droit, mais aussi sur le plan du plaidoyer. Et ce que nous notons, il y a beaucoup d'attaques contre ces organisations de femmes qui sont souvent taxées d'organisations qui ne respectent pas les valeurs et les traditions du pays. Et ce qui nous inquiète, c'est que le gouvernement n'a pas un ton ferme. Donc, le gouvernement doit être proactif et communiquer de manière claire sur ces interdictions et prendre des mesures concrètes. Par exemple, dans les écoles, nous savons tous que les cas se font pendant les vacances scolaires parce que de plus en plus, les filles vont à l'école. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est entre le mois d'août et septembre que beaucoup de filles sont excisées. Donc, en retour, et souvent, la plupart, quand elles ont des complications, ne reviennent pas à l'école. Et celles qui reviennent, on doit pouvoir aussi les surveiller, consulter les assistantes sociales, vérifier et activer tout cet arsenal qui existe dans le ministère de la Femme et de la Famille pour faire en sorte que les écoles soient des lieux sûrs, mais lorsque les enfants reviennent, qu'il y ait un suivi systématique pour voir est-ce qu'elles ont été excisées ou pas. Certes, on ne peut pas faire des contrôles systématiques pour le moment, mais ils pouvaient faire des contrôles inopinés, des contrôles ad hoc qui pourraient dissuader les parents à exciser leurs enfants. Mais au-delà aussi, quand les filles ne reviennent pas à l'école... Justement, si vous permettez, Madame Senghor, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dissuader les parents qui hésitent? On sait que certains le font peut-être par méconnaissance de la religion ou peut-être des conséquences sanitaires sur leur enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour permettre aux parents de ne plus hésiter et d'arrêter de faire exciser leur fille? Concrètement, en quelques secondes, s'il vous plaît. Je pense que ça fait plus de 30 ans que le plaidoyer se fait.
Aujourd'hui, beaucoup d'analyses ont été faites sur les exigences religieuses ou pas. Je pense que quand même, au-delà du plaidoyer, il faut aller à l'action. Il faut des sanctions claires. Il faut que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur et quelle que soit la situation. Et je pense que cela permettrait de dissuader. Mais comme je le dis, il faut un dispositif d'accompagnement pour détecter les cas dans les écoles à la rentrée. C'est seulement en faisant ces suivis-là qu'on pourrait dissuader et faire un peu peur aux parents qui penseraient amener leurs enfants dans des camps d'excision, parce que ça existe encore malheureusement. Et aussi, quand vous voyez un bébé de 1 mois excisé, ça veut dire que au-delà même de ces organisations qui font l'excision pendant les vacances, les parents dans les villes continuent aussi à faire l'excision. Et c'est ça qui nous inquiète le plus. Même en ville, les parents s'adonnent à cette pratique. Merci beaucoup, Madame Fatou Diagne Senghor, pour votre éclairage.